Sauf qu'arrivé en Libye, je ne suis plus libéré et je suis devenu ce qu'on appelle son esclave. Je me disais que c'est injuste que je vienne en Europe et que je réussisse sans lui. Il m'a beaucoup aidé, on s'est beaucoup aidé. Et je préférais que moi je meure que lui ne meure pas. Désolé. Excuse-moi, Maurice, désolé du coup. Aujourd'hui, je viens en France pour vivre. Je fais la marche. Quand j'étais au Sénégal, malgré que c'était la pauvreté, ma mère ne peut pas voir son fils faire la marche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e épisode de À Vif, le podcast où l'on replace l'humain au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je reçois Lamine, une personne extraordinaire qui s'est exilée depuis le Sénégal. Mais avant de vous le présenter, il faut que je vous raconte comment nos chemins se sont croisés. Il y a quelques semaines, par hasard, je me suis posée toute seule dans un bar. Et pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je déteste rester seule, donc c'est quand même très très rare. Je m'assois, je bois un verre et un homme qui passe et qui me demande de l'aide. Et je lui dis, viens, assis-toi avec moi. Et on a commencé à discuter, à partager un repas, mais surtout du temps. Et c'était un moment incroyable parce que ce jour-là, je me sentais vraiment seule. J'avais besoin de parler avec quelqu'un, j'avais besoin d'être entourée. Et j'étais toute seule et cette personne-là est arrivée comme un soleil dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lamine. Ce jour-là, Lamine m'a raconté une partie de sa vie. Et ce qui m'a marquée, c'est pas seulement la violence de ce qu'il a traversé, mais c'est aussi la façon dont, malgré tout, il continue à tenir debout, à sourire et à croire aux gens. Son récit permet aussi de parler d'un mot qu'on entend tout le temps et qu'on finit parfois par ne plus entendre vraiment. Migrant. Derrière ce mot, il n'y a pas de catégorie. Il y a des visages, des familles, des choix impossibles, des trajectoires qui commencent bien avant la mer. Et cette mer qu'il a traversée justement, la Méditerranée, cette route maritime, reste parmi les plus mortelles au monde. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps d'écouter Lamine et de se rappeler simplement que derrière les chiffres, il y a des vies. J'ai déjà commencé à pleurer, c'est pas possible. Alors, bonjour Lamine, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Paola, je vais très bien. Là, ça va très bien, je veux dire. Ok, super. Ouais. Alors, dans ce podcast-là, on va évidemment apprendre à te connaître. Et du coup, je pose toujours 3 questions à mes invités avant de commencer l'interview. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te sentir humain? Tout d'abord, je pense que c'est de savoir qu'il y a une personne derrière moi et pour qui je suis prêt à tout, qui est ma mère. Donc, le fait de l'avoir, ça m'aide à rester humain. Mais aussi, j'ai traversé pas mal de pays et je pense que je suis un miraculé par rapport à d'autres parce que j'ai eu la chance de croiser plus de bonnes personnes sur ma route que de mauvaises personnes. Donc, ces bonnes personnes qui m'ont ne serait-ce que aidé par leur sourire ou un verre d'eau me permettent à rester humain et à savoir qu'il y a des gens humains, donc pourquoi pas moi. Qu'est-ce que tu as réussi à garder de la version de toi enfant? Je pense que, sans me tromper, c'est mon âme d'enfant. Parce que malgré mon âge, je pense que c'est le même Lamine qui était enfant, donc qui a gardé cette âme d'enfant et que je veux toujours garder, quoi. Ah oui, ouais. ton beau sourire. Et est-ce qu'il y a un film ou un livre ou une musique, quelque chose, en tout cas, qui t'a marqué ou qui t'a aidé dans les moments compliqués de ta vie? Oui. Je pense que quand j'étais plus jeune, en 2004-2005, j'ai vécu des choses très difficiles au Sénégal. Et il venait de sortir une musique de Youssou N'Dour qui s'appelait Boulba Yekou. Okay. Ne baisse pas les bras. Donc, c'était le moment le plus difficile pour moi parce que c'est le moment que je suis entré en contact avec mon géniteur, comme je l'appelle, et qui m'avait invité dans sa ville et je connaissais personne là-bas. Je vivais pas bien, j'étais pas trop considéré même pour la famille. Parce qu'ils ne me connaissaient pas, j'ai connu mes demi-frères et tout après. Et mon même géniteur, je l'ai connu à plus de 20 ans. Donc, ces périodes de ma vie, cette musique m'a permis de me recanaliser. Et je l'écoute toujours. À chaque fois que ça ne va pas bien, j'essaie de tout faire pour avoir Internet, écouter cette musique de Youssou N'Dour qui s'appelle Boulba Yekou.
Ok. Et ça veut dire en Wolof, ne baisse pas les bras. D'accord. Alors, on l'écoutera et on la mettra en vidéo. Alors pour commencer, je sais que tu viens du Sénégal, mais est-ce que tu peux nous raconter exactement où est-ce que tu as grandi? Oui, moi j'ai grandi au sud du Sénégal, dans la région de Ziguinchor, comme on appelle en Casamance, mais particulièrement dans la région de Ziguinchor. Et je suis né dans une période où il y avait une guerre civile dans la ville. Donc j'ai grandi dans ce contexte à Ziguinchor avec ma mère. Et à part ça, mon premier voyage, c'est quand j'ai eu le bac pour aller à Dakar. Parce que le rêve derrière, c'était de quitter Ziguinchor, quitter la maison familiale. Et pour ça, je ne pouvais qu'avoir le bac pour pouvoir voyager. Donc après Ziguinchor, j'ai vécu une petite partie de ma vie à Dakar, 3 ans, avant de prendre ma route pour l'aventure. Ok. Et donc, tu es né pendant le conflit en Casamance. Exact. Quand on est enfant, comment on comprend qu'on vit dans une zone de guerre? Parce que ma scolarité, elle n'était pas comme ceux des autres. Parce qu'il arrivait qu'on parte à l'école et qu'on entend des coups de fusil, des armes, et qu'on nous demande de rentrer à la maison. Il nous arrive aussi de rester pendant 2 ou 3 mois sans aller à l'école parce que c'était, comme c'est une rébellion, c'était une situation de guerre froide, on va dire. Parfois, il y a des tensions, parfois, c'est plus calme. Et quand il y avait des tensions, nous, on était toujours en couvre-feu déjà. À partir de, quand j'avais 13-14 ans, tous les jours, à partir de 18h, il y avait couvre-feu. Donc, on n'allait pas aussi à l'école, comme il faut. Je suis un peu renseignée depuis que je te connais, mais je ne savais même pas qu'il y avait une guerre qui a existé dans cette période-là au Sénégal. Donc, c'était quoi la raison de cette guerre? En fait, moi, je suis né en 1986 et la guerre, elle a commencé en 1982. Donc, quelques années après la guerre, je suis né. C'était tabou. Nous, les gens, ils n'en parlaient pas. Et parce que de peur d'en parler, nos parents ne nous disaient pas. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était une guerre, c'était même pas une guerre, c'est une rébellion. Et jusque-là, c'est dangereux d'en parler. À l'époque, quand tu en parles, ils peuvent te trouver chez toi pour te séquestrer ou même il y a des gens qu'ils ont tués. Donc, moi, personnellement, après un peu de recul, je me suis dit que c'est comme toutes les guerres. Il y a des gens qui veulent se sentir plus importants que d'autres. Et ils ont voulu accaparer, parce que la Casamance, on le sait que c'est là-bas que se trouvent toutes les richesses du Sénégal. Et historiquement, ceux qui ont déclenché la guerre, ils ont dit que la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal pas avant la colonisation et que c'est orchestré par la France. C'est-à-dire pour eux, c'est la France qui a pris leur Casamance pour le donner au Sénégal. Et eux, ils se battaient pour récupérer la Casamance pour que ça soit un pays à part entière. Ouais. C'est ouf comment à chaque fois tout part de la colonisation quand même. C'est incroyable. Donc exact. Toi, tu as directement été confronté aux rebelles. Est-ce que tu as déjà été confronté directement aux rebelles? Oui, j'ai été confronté aux rebelles directement et indirectement aussi. Quand je dis indirectement, parce que j'ai perdu des gens qui ont été enlevés par des rebelles. Et jusque-là, qu'on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont vivants, mais ils les ont enlevés sans qu'ils reviennent. C'était des amis à toi, des camarades? Des connaissances, des gens de mon quartier, des voisins. Je connais un pêcheur qui était comme un grand frère à moi, qui, quand il est parti à la pêche, ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené avec lui jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il était contre les... Il dénonçait? On n'a pas de... Non, lui, il ne dénonçait pas, il n'était pas dans ça. Mais on ne sait pas, peut-être que certains disaient qu'ils attrapaient les gens après pour les former, pour qu'ils soient rebelles comme eux. D'accord. Voilà. Après aussi, j'ai eu la chance de les voir, parce que pour moi, c'était une chance. Je voulais découvrir leur visage, parce que quand on nous parlait de rebelles, on nous parlait des gens qui avaient des gris-gris, qui avaient des... Voilà. Et moi, une année, j'étais parti avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle faisait du commerce. Elle allait cueillir des mangues dans les champs des gens, et après, on lui payait par des mangues qu'elle vendait. Ça veut dire, elle venait, elle te cueille tes mangues, tu lui payes 2 paniers de mangues, elle vendait les mangues pour faire les courses pour à la maison. Donc, elle partait souvent avec moi. Et un jour, on était encerclés par les rebelles. Et il faut savoir que cette rébellion a été, en tout cas, la plupart des éléments qui étaient là-bas, c'était de l'ethnie Diola. Donc, c'est un des ethnies qui est en Casamance, c'est les Diola, qui se sentent majoritaires. Et
ma grand-mère m'a dit, si on te demande comment tu t'appelles, tu dis Abdou Djedjou. Parce que Djedjou, c'est un nom rebelle. Comme ça, ils vont pas nous tuer. Alors moi, je ne comprends pas le Diola, mais ma grand-mère, elle comprenait leur langue. Donc quand on me dit, je me rappelle, Kare Sabou en Diola, moi je dis Lamine Djedjou. Donc ça, je pense que ça a contribué à ce qu'ils nous ont rien fait et aussi la courtoisie de ma grand-mère parce qu'elle était trop courtoise avec eux et nous on était perdus, on s'est retrouvés dans leur milieu, dans leur camp. Et on a passé, ils nous ont même servi à manger, on a mangé avec eux. Donc ce jour, j'ai rencontré des rebelles. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton contexte familial? J'ai des demi-frères du côté de mon père, j'ai des demi-frères du côté de ma mère. Mais moi, il n'y a personne avec qui je suis... Ça veut dire que j'ai que des demi-frères, j'ai pas de frères. C'est ça. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. C'est les larmes qui sortent toutes seules. J'en ai trop peut-être. Et en fait, j'ai des demi-frères qui sont de même père, même mère. Du côté de mon père et du côté de ma mère, ils sont même père, mais c'est... En fait, moi, je suis un peu seul au milieu. Est-ce que tu peux nous parler de ton père, par exemple, à quel âge tu l'as connu et pourquoi, justement, tu n'as pas forcément connu tes demi-frères et tes demi-sœurs C'est mon père, il est parti quand j'étais jeune. Et je pense que je l'ai vu quand j'ai 19-20 ans, pour la première fois. Moi, quand je voulais savoir le pourquoi il est parti, il m'a dit parce que je n'avais pas les moyens. Et donc, cette phrase, ça m'a très déçu. Et j'ai appris que c'est une personne irresponsable. Tout ce que j'ai retenu, je lui dis, lui, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il est irresponsable. Il n'est même pas conscient de ce qu'il dit. Il m'a dit, je n'avais pas les moyens. Et pourtant, ma mère aussi, elle n'avait pas les moyens. Elle pouvait me laisser, elle aussi. J'ai vu ma mère vendre ses bijoux ou ses habits pour payer des fournitures scolaires. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de fournitures scolaires complètes dans ma scolarité. Je n'ai jamais eu de cahier de maths, par exemple. Parce que quand on m'écrit une liste de fournitures, je sais que ma mère, elle ne peut pas tout acheter. Donc, je vois français, philosophie, géographie, histoire. Je dis à ma mère, c'est que 3 cahiers pour ne pas qu'elle soit stressée de ne pas pouvoir m'acheter d'autres cahiers. Donc, les stylos, j'en avais presque pas. Comme je disais l'autre jour à Néwin, j'étais un vrai piqueur de stylos en classe parce que je n'avais pas de stylos. Il suffit, je te dis, prête-moi ton stylo, tu me prêtes, après je remplis parce que je ne pouvais pas en acheter. Voilà, donc ça a fait que j'étais pas l'élève que je pouvais être, peut-être parce qu'il y a des matières que je supprimais parce que je n'ai pas les cahiers pour écrire les mathématiques. Et comme je n'aimais pas les mathématiques aussi, voilà. Bon, t'inquiète, j'ai détesté les mathématiques. Voilà. C'est ça un peu. Comment tu comprends quand tu es jeune que vous n'avez pas d'argent? C'est quand, par exemple, tu vas à l'école et tu n'es pas sûr de manger à midi. Ouais. En fait, moi, j'allais à l'école. Ça veut dire que quand tu vas à l'école, désolé. Excuse-moi, Maurice, désolé du coup. En fait, tu vois, quand tu vas à l'école, tu as des amis de classe. Tu vas à la récréation, ils ont un peu d'argent pour acheter. Ça veut dire, eux, ils ont un peu d'argent pour acheter à la récréation, mais toi, tu n'as pas. Et tu es obligé de leur demander, en fait. Donc, c'est là que tu comprends qu'ils sont un peu supérieurs de toi, sur ce plan. Après, tu fais avec. Et l'autre chose aussi, il m'arrivait d'aller à l'école, mais je ne suis pas sûr qu'à midi, je vais manger alors que le soir, je dois retourner à l'école. Et donc, pour trouver le repas, parfois, c'était un luxe pour moi. Et parfois, j'ai peur de ne pas trouver le repas à la maison.
Et quand je viens dans le quartier à côté de la maison, je commence à renifler pour savoir si ça sent la cuisine. Et quand ça sent, je suis content, je mange. Et quand ça sent pas, je mange pas. Voilà. Après, j'allais cueillir peut-être des mangues, des oranges, comme on a tout ça là-bas, voilà, pour manger. Mais je faisais tout pour que ma mère ne sache pas que j'ai faim. Voilà, c'est ça. Tu lui disais rien à ta mère? Tu voulais pas lui parler de... Non, je ne voulais pas qu'elle sache que je manque des choses parce qu'elle m'a donné... Après, j'ai des amis, on leur donnait de l'argent. Mais chez eux, on ne leur donnait pas l'amour. Et moi, on me donnait cet amour, ma mère et ma grand-mère. Donc, ça me suffisait un peu, quoi. Ouais. Des amis, ils avaient plus de moyens que moi sur ce plan. Mais pour moi aussi, j'avais un autre avantage qu'ils n'ont pas. Moi, je peux aller à côté de ma mère qui me caresse ma tête ou ma grand-mère. Et eux, ils ne peuvent pas avoir ce privilège parce que leurs parents travaillent, ils n'ont pas le temps. Et moi, comme mes parents ne travaillent pas, ils ont le temps de s'occuper de moi, mais ils n'ont pas à me donner à manger comme il faut. Mais ce qu'ils m'ont donné, c'est mieux que manger pour moi parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis. Ouais. Vous êtes la personne la plus solaire que je connaisse de ma vie. Et dans le quartier dans lequel tu vivais au Sénégal, est-ce que c'était un quartier pauvre ou c'est en particulier plus ta famille qui était en précarité? Moi, en fait, déjà dans la ville où on vivait, c'était une ville pauvre parce que quand tu connais un peu la rébellion, il n'y a plus d'activité. Et aussi, tu sais, en général, les pauvres habitent ensemble. Donc, le quartier où j'habitais, il y avait presque, on était plus pauvres. Mais moi, je ne pouvais pas voir leur pauvreté. Eux, pour moi, c'était des riches. Ce qui nous montrait qu'on est pauvres. D'ailleurs, pour voir la différence, les autres, ils habitaient dans leur propre maison. Et nous, on était en location dans une maison qui était construite, je pense, en crintin. C'est de la paille un peu qu'on fait comme ça. Ah oui, d'accord. Après, ils prennent de la boue pour cacher la paille. Donc, quand il pleut chez nous, avant, il n'y avait pas des zincs, de bonnes zincs. De l'eau, ça coulait. Quand il pleuvait, nous, on mettait des seaux pour que l'eau coule là-bas. Et encore, on habitait dans une maison où, tu vois, c'est à côté d'une nappe phréatique, le quartier. L'eau sortait par terre. Donc, moi, je pouvais être chez moi, mais mes pieds, c'est pieds dans l'eau, quoi. Parce que quand il pleut, l'eau sortait dehors. Et même pour manger, on était obligé de prendre des parpaings, 3 parpaings comme ça, pour mettre le bol là-bas pour manger. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'on était tous dans un quartier de pauvres. Et aussi, c'était dans un quartier de délinquance, il faut le dire. Donc, j'ai grandi dans un quartier où la maman qui n'est pas allée en prison pour prendre son fils, c'est ma mère. S'il n'y a que moi, je n'ai jamais fait de garde à vue là-bas. Et parce que j'avais peur qu'elle meure si elle entend qu'on m'a attrapé et tout. Donc, j'ai tout fait pour ne pas trop être dans ça, quoi. Même si j'ai été têtu, j'ai connu la rue un peu, malgré moi. J'ai connu le rap, j'ai connu aller avec tout, j'ai connu aller faire des risques avec des amis. Mais je ne pouvais pas taper sur des gens. De nature, je ne peux pas taper, quoi. Il faut que tu me tapes pendant 10 fois pour que je tape une seule fois à moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, en quelque sorte, quoi. Et quand tu étais petite, du coup, quand tu vivais avec ta grand-mère et ta mère, c'était quoi tes rêves? Après, je pense que même à l'école, on m'a déjà demandé qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. J'ai dit, je veux avoir de l'argent. On m'a renvoyé. Je pense que c'était en classe de C2. Parce que moi, mon seul rêve, c'était d'aider ma mère, quoi. D'acheter une maison à ma mère, de faire pour ma mère ce que les gens ils ont fait pour leur mère, que je voyais, je disais que quand je serai grand, je veux faire comme eux, quoi. Et de permettre à ma mère aussi de vivre un peu le reste de sa vie comme une personne qui dit « Ah, ça va maintenant ». Je veux entendre cette phrase un jour, elle dit « Ah, aujourd'hui, maintenant, ça va ». Même que ça soit grâce à Lamine ou que ça vienne d'ailleurs, mais je sais qu'elle compte que sur moi. Donc, mon seul rêve actuellement, c'est l'aider. Après, oui, aider tout le monde aussi, parce que tout le monde m'a aidé dans ma vie, y compris toi. Mais voilà, mon plus grand rêve, c'est d'aider ma mère. Quand tu étais à l'école et tout ça, est-ce que tu comprenais que tout ce que tu vivais depuis que tu étais jeune, c'était une injustice? Tu sais, moi, mon combat le plus grand, c'est pour faire la justice. L'injustice, c'est ce que j'ai connu en premier de ma vie. L'injustice. Il n'y a pas plus injuste que tu as une maman et qu'elle soit abandonnée. Elle a vécu l'injustice. Donc, cette injustice, je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Moi, c'est injuste que, par exemple, quand je suis petit, je vois mes amis de mon âge être accompagnés de leur papa pour aller, par exemple, à la mosquée. Et moi, je suis seul, j'ai personne. Et ça, c'était trop mal vu.
Et c'était injuste de la part de mes amis qui savaient que quand ils me demandent mon père, ça va me faire du mal, qui me demandaient où est ton père. Tu vois, c'est injuste. Parce qu'ils savaient. Ils ne me demandaient pas pour le connaître. Ils me demandaient pour me casser un peu. Et moi aussi, c'était un peu une honte pour moi. Parce qu'ils vont dire, comment sa mère a fait pour le faire alors qu'il n'a pas de mari et tout. Alors qu'elle en avait, mais c'est le mari qui est parti. Mais tes amis ne peuvent pas le savoir. Et toi, tu ne peux pas leur donner des explications pour leur dire, c'est pas de ma faute si j'en ai pas. Donc, c'est injuste de leur part aussi un peu. Quand tu parles de ton père, tu as l'émotion qui vient directement, et même quand on s'est vu... Oui, quand je parle de lui, je pense que c'est la personne la plus injuste pour moi. Peut-être pas avec les autres. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai traversé la Méditerranée et tout, c'est dû à lui. Cette manque, cette envie de compenser ce que je n'avais pas avant. Et ça m'a fait faire de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je viens en France pour vivre. Je fais la marche. Quand j'étais au Sénégal, malgré que c'était la pauvreté, ma mère, elle ne peut pas voir son fils faire la marche. Donc, j'ai vécu que de l'injustice. Tout est injuste. Et je vois l'injustice partout. Mais aujourd'hui, avec le recul, je ne vois plus l'injustice partout. Parce que je me dis, c'est fait, c'est fait. C'était injuste, c'est fait, j'ai pu corriger certaines choses. Aujourd'hui, j'ai pas de... Mon père, comme il est injuste, donc si toi, tu me fais de l'injustice, mais ça me fait plus mal, parce que je l'ai connu. La chance que j'ai, c'est ça aussi. C'est ça qui fait ma force. Même quand je faisais la marche, parfois, il m'arrive que des gens, ils me parlent mal. Et moi, ça me faisait du bien. Parce que j'ai entendu pire ailleurs. Et que le soir, quand je suis tout seul, c'est ces choses que je pense là qui font le charme de ma vie. Et certains, même quand ils me parlent mal, moi, ils ne savent pas que ça m'aide. Ça me booste encore une fois. Ça me montre que Lamine, tu dois rester sur terre. C'est toi qui suis venu chez eux. Ils ne t'ont rien demandé. C'est toi qui as vu quelqu'un, tu lui demandes. Elle t'a pas dit, la personne ne t'a pas dit de lui demander. Donc ça, même, je ne vois plus d'injustice. Ça serait quand j'étais plus petit, si je te demande quelque chose, tu ne me donnes pas, peut-être j'allais voir que tu es injuste ou c'est injuste. Mais tout ce que j'ai connu en première dans ma vie, honnêtement, c'est l'injustice. Déjà, ce que j'ai vécu comme enfant, c'est injuste. Aujourd'hui, je ne veux pas faire des enfants pour le moment parce que je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que moi. Donc, pour moi, c'était injuste. Si j'en fais moi aussi et que je fasse comme mon père, je laisse au Sénégal et que je sois dans ma route, je serais injuste, quoi. Donc, pour moi, j'ai grandi dans l'injustice totale. J'ai subi de l'injustice. On m'en a fait chez moi et partout, quoi. Ouais. T'es en colère contre ton père ? Non. Au contraire, ça m'a fait plaisir qu'il m'a abandonné. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Si j'étais avec lui, je ne serais pas la personne que je suis. Je ne suis pas en colère contre lui. De toute façon, ça ne sert à rien. J'étais en colère contre lui parce qu'il est inconscient de ce qu'il a fait. Donc, non, je n'ai pas de colère contre lui. Je pense que il n'y a personne sur Terre qui j'ai colère. Il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai vécu des choses. J'ai été poignardé, moi. Quand j'étais au lycée, par exemple. Pourquoi ? Et c'est moi qui lui ai fait. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est des gens qui se battaient. Et moi, je viens parce que je faisais partie du staff. Et la personne m'a mis un coup. Et moi aussi, je suis parti. À un moment, j'ai dit non, mais c'est injuste ce qu'il m'a fait. Je vais me venger. Je suis venu pour me venger. Il a sorti un couteau. Et je ne sais pas fuir. Il y a des gens qui me disent, fuis, il a un couteau. Je dis non. Je suis resté et il m'a planté. Et je ne lui en veux pas. Quand il était en prison, c'est moi qui l'ai libéré. Attends, raconte-moi cette histoire. Tu vois, il faut comprendre. Lui, il m'a poignardé. Il m'a mis un couteau ici. C'était ici, il y avait 2 cm pour que ça touche mon cœur. J'ai fait, je pense, plus de 24 heures dans le coma et j'étais opéré ici. Je peux montrer les cicatrices. Mais après, ils l'ont attrapé en prison et il devait faire un examen. Il y avait des compositions qui venaient. Et moi, je ne voyais pas qu'il soit en prison. Pour moi, ce qui est fait est fait. Et sa mère, je mets ma mère à la place de sa mère qui était venue chez nous pour pleurer, pour qu'on retire la plainte. Mes amis et tout mon entourage, ils n'étaient pas d'accord. Et je suis parti en cachette voir le juge d'instruction. Il m'a dit, donc toi, on t'a poignardé, mais tu es complice, tu dois être poursuivi pour ça. Pour complicité de mon propre truc. Alors, non. Tu peux comprendre. Et ce mec, j'ai pu retirer la plainte et j'ai pu
appeler des gens à une médiation pour qu'il soit libéré pour sa mère. Parce que je ne voulais pas que sa mère reste chez elle à pleurer parce que son fils est en prison. De toute façon, ce qui est fait était fait déjà. Il m'a déjà mis le couteau. Peut-être qu'il me l'a mis par peur. Peut-être qu'il me l'a mis, je ne sais pas. Mais ça ne servait à rien de le laisser en prison, de toute façon. Donc, et ça, c'est le fait qu'il m'a mis le couteau aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il faut fuir quand c'est chaud. Ouais, c'est ce jour-là que j'ai appris que quand Lamine, tu n'es pas immortel, quoi. C'est là que j'ai compris. Mais tu te rends compte du cœur que tu as quand même? Parce que moi, si un jour on me poignarde, je ne vais pas enlever la plainte. Hein. Je sais pas, mais pour moi, je suis juste normal. Là. Je suis pas gentil. Ah non, c'est pas normal. Peut-être que je suis con, parce que les gens, ils me disent que je suis con. Mais je vais dire quelque chose. S'il était en prison, est-ce que ça va guérir ma plaie? Non, ça va pas guérir, ça va rien changer. Et donc, ça sert à rien qu'il soit là-bas. Alors, il était jeune, il avait mon âge. Ça pouvait gâcher sa vie et qu'il peut pas aider sa famille. Aujourd'hui, je sais qu'il aide sa mère. Parce que lui comme moi, on est ici dans des familles un peu qu'il faut qu'on aide nos parents. Lui aussi, il n'était pas à l'abri. Donc, ça ne servait à rien. Sa mère, elle n'a pas les moyens de lui prendre un avocat. Le seul avocat qui pouvait le libérer, c'est moi et je l'ai fait. Et lui, il ne veut plus me croiser parce qu'il a honte de me voir. Et moi, je veux le voir. Pour lui dire, t'inquiète pas, c'est passé, on était jeunes. C'est passé comme ça, c'est mon destin. Ça devait arriver dans ma vie, c'est arrivé. Il ne m'a pas tué, je ne suis pas mort. Et j'en ai appris. Et lui aussi, il en a appris, parce qu'il ne va plus le faire. Et est-ce que justement, dans ton envie d'être indépendant et d'aider ta mère, d'aider ta grand-mère et de faire de l'argent, est-ce que ça t'a du coup traversé l'esprit de partir loin de ton village? De ma ville, oui, parce qu'on habite dans une grande ville, oui. Ça m'a donné envie de partir. Mais je savais que je ne pouvais pas partir de la maison tant que je n'ai pas le bac. Et dans ma ville, il n'y avait pas d'université. Donc, le seul échappatoire pour moi, c'est de tout faire pour avoir le bac et être autonome, vivre dans un campus social avec des potes et sortir quand tu veux, faire ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs, quand je suis parti à Dakar et j'étais étudiant, j'ai commencé à trouver des sommes d'argent. Par exemple, à l'université, on m'a donné une bourse d'études de 17 000 francs CFA. Ça veut dire, on va dire, 20 € tous les mois. Mais avant de le donner, les mois précédents, il y a un rappel qu'on te donne. Le rappel, ça me faisait, je pense, vers les 150 €. C'était la première fois que je touche une grande somme à la fois, quoi. Et là, ce jour-là, d'ailleurs, je n'ai même pas dormi au campus parce que j'ai peur qu'on me pique mon argent, quoi. C'était beaucoup. Et je me rappelle, je suis allé dormir comme dans la rue, comme ici, c'est une station, quoi. Je me dis, au moins, ici, les gens, ils ne vont pas savoir que j'ai de l'argent. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec cet argent. J'ai envoyé une partie à ma mère directement. Et le reste, comme par hasard, je marchais Comme j'ai de l'argent aujourd'hui, je voulais sortir un peu à Dakar. Parce que moi, je suis venu à Dakar. Au début, je ne sortais pas de l'université. Parce que je n'avais pas de belles chaussures, quoi. Des pantalons comme les gens. Je dis, mais non, Lamine, arrête de rester ici, quoi. Tu ne peux pas aller là où tout le monde va. Et après, ce jour-là, quand j'ai eu l'argent, je suis parti à Koloban, dans un grand marché, pour acheter des fringues. Mais après, j'ai finalement presque pas acheté des fringues pour moi. J'ai acheté pour vendre. Okay. Et c'est là que je suis devenu commerçant. Ça veut dire que j'achetais des fringues pour les vendre à des filles au campus social. Je faisais crédit, tu me donnes la moitié, fin du mois, tu me donnes la moitié et tout. Donc, je commençais à construire petit à petit. J'ai quitté chez ces tontons. J'ai pris ma propre chambre au cœur de Dakar. Et j'ai commencé à vivre comme tous les étudiants. Et ça marchait très bien dans mon commerce. Et j'ai dit, Lamine, là, tu viens de Ziguinchor, tu es venu à Dakar, ça marche. Si tu vas en Europe, ça va mieux marcher encore. D'où le piège. C'est là j'ai... Mais en fait... C'est là j'ai pris la décision de partir en Europe. Et ça m'a amené des problèmes. Quand est-ce que tu décides de partir? Enfin, qu'est-ce que tu fais avant de partir? Avant de partir, moi, je ne l'ai dit à personne déjà. Je suis parti en cachette. Je n'ai pas dit ni à ma mère, ni à personne. J'avais de l'argent, mais je savais qu'il y a des réseaux de gens, des passeurs, que tu payes de l'argent pour qu'ils t'amènent en Europe. Donc, dans le même marché où j'allais acheter des vêtements, c'est là que j'ai pu connaître des commerçants qui me parlaient de l'Europe, prendre les pirogues et tout. À l'époque, c'était de la mode, tout le monde partait et tout. Donc, j'ai commencé à partir. Parce qu'on ne part pas directement, on commence à partir.
Moi, je suis déjà parti jusqu'en Mauritanie d'abord, avec tout mon argent que j'avais. Monsieur m'a demandé l'argent que j'étais. Je lui ai donné tout l'argent et je ne l'ai plus vu. Donc, j'ai plus d'argent. Je suis resté en Mauritanie. J'avais 300 000 CFA. 300 000, je croyais que ça suffisait. Mais un monsieur m'a dit que c'est lui qui va me mettre en contact avec des gens pour m'amener au Maroc. Et donc, je lui ai confié l'argent pour qu'il puisse dépenser. Le matin, il me donne une somme pour acheter le petit déjeuner et tout. Le reste, il paye. S'il n'y a qu'un seul matin, il m'a acheté le petit déjeuner. À midi, je ne l'ai pas vu. Je dis demain, il va venir. Demain, je ne l'ai pas vu. Après-demain, je ne l'ai toujours pas vu de ma vie. Et il est parti avec mon argent. Et donc, il fallait chercher de l'argent en Mauritanie pour retourner au Sénégal. Et donc, en Mauritanie, j'allais dans les restaurants. Là, il y a des femmes qui ont des gargotes là-bas. Si, quand elles finissent de faire la cuisine, moi, tu me payes un plat et je te fais la vaisselle et tu me payes un peu d'argent. Donc là, jusqu'à ce que j'ai eu le billet, je suis rentré au Sénégal encore. Mais sauf que je suis rentré au Sénégal, pas pour rester, mais pour repartir encore. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ces étapes-là? Tu es allé directement au Maroc? Non, après, je suis parti à Hambourg, une ville qui est au Sénégal. Et c'est là-bas que j'ai pris la pirogue pour partir au Maroc, mais pas totalement à Agadir, dans une ville qui s'appelle Agadir. Et arrivé à Agadir, moi, je sentais que là, ils vont m'attraper parce qu'ils commençaient à attraper les gens pour les refouler. Donc, j'ai connu une personne, Baba, qui m'a dit là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre dans la forêt. Parce qu'il y a une frontière, c'est une forêt, quoi. Nous, on habitait là-bas, on faisait des tentes pour dormir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après au Maroc? Est-ce que tu as pu travailler pour te faire un peu d'argent? Ou c'était quoi les autres étapes? Oui, en fait, au Maroc, quand je suis venu, je travaillais. On allait travailler aussi dans les restaurants et même dans les hôtels pour faire les chambres et tout. On te payait. Donc, j'ai fait tous les petits boulots possibles qu'on peut faire là-bas. Mais je voulais trouver un peu de sous pour pouvoir envoyer à chaque fois au Sénégal pour que ma mère ne sente pas l'absence là, pour que ça ne dure pas. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir beaucoup d'argent à un moment de là-bas. Et moi, tu sais, quand j'étais petit, la plupart des quartiers, de notre quartier, ils avaient des fauteuils dans la maison, comme fauteuil là. Moi, je n'avais jamais connu ça de chez moi. Jusque-là, je n'ai jamais connu ça chez moi. Le fauteuil, c'est un luxe, quoi. Nous, on avait des chaises en plastique et tout. Mais mon rêve, c'était d'acheter un fauteuil pour ma mère, quoi. Et donc, au Maroc, j'ai pu trouver beaucoup d'argent et je lui ai acheté un fauteuil. Parce que je disais dans ma tête, mes amis, ce que leur papa faisait, moi, je dois faire la même chose. Je pense que même des amis, je leur dis, moi, c'est pas toi et moi, c'est comme ton père, je vais faire. C'est que ton père, il achète des fauteuils chez toi, moi, je dois acheter des fauteuils. Et donc, toute première fois que j'ai fait pleurer ma mère au téléphone, c'est quand elle a reçu les fauteuils, parce que c'était en semi-surprise, elle n'était pas au courant au début, j'ai orchestré avec quelqu'un. Et ce jour-là, elle pleurait. Et ça m'a beaucoup boosté à partir de ce jour-là. Je me suis dit, c'est le déclic. Ce jour-là, quand elle était contente, je me suis dit, c'est fini, on ne peut plus m'arrêter. Oui, j'ai dit là, c'est fini. J'ai pu acheter un fauteuil. Le reste, je peux le faire. Parce que nous, on n'a pas connu de fauteuil chez nous, quoi. C'est jamais tu peux... Il y a c'est des chaises où parfois quand on a des visites, des gens un peu, on va emprunter des chaises même chez nos voisins. Quand tu as des visites spéciales, comme si toi tu étais venu chez nous, je ne vais pas donner les mêmes bancs, quoi. Je vais demander à des voisins, vous n'avez pas de chaises pour notre visite. Voilà. Donc la première grande chose que j'ai fait, c'est je lui ai acheté les fauteuils étant au Maroc. C'est trop chou. Et quand j'ai acheté les fauteuils, il fallait recommencer à zéro aussi à chercher de l'argent. Parce que j'avais mis toute mon économie dans les fauteuils. Et donc, ça a fait que je suis resté longtemps au Maroc, quoi. Okay. Je suis resté, je pense que j'ai fait 2 ans là-bas. Ah oui, entre la forêt et parfois je vais en ville. Mais la plupart du temps, je suis resté dans la forêt où il pleuvait sur nous toute la journée. Voilà, mais on avait quelques sous parce qu'on travaillait, on allait travailler, on gagnait. Mais on avait tout sauf un dortoir. Tu prenais tout ce que tu as, comme ça. Quand il pleut, tu n'as pas de chance, tu cherches des moyens. Quand il ne pleut pas, tu dis voilà, ça va. C'est quoi la prochaine étape, la prochaine destination? L'objectif, c'était d'aller en Italie. Moi, on m'a fait croire que je vais en Italie. Et pour pouvoir trouver la solution de partir, parce que jusque-là, tu sais que tu es venu au Maroc, mais il faut trouver un passeur. Un jour, il y a un monsieur qui est venu nous trouver pour nous dire qu'il a un ami. Et il nous avait fait croire qu'on va aller en Italie au début. Mais après, il y avait changement, on est descendu en Libye.
avec ce monsieur-là qui disait qu'il faut travailler avec lui pendant 6 mois pour pouvoir te libérer. Mais sauf qu'arrivé en Libye, je ne suis plus libéré et je suis devenu ce qu'on appelle son esclave. Donc la personne qui te fait croire que vous allez en Italie alors qu'en fait vous allez en Libye... Abdoulou, il s'appelle. Je n'oublie jamais cette personne. Ouais, on va bien le dire fort, ouais. Ce mec-là, c'était un peu... tu pensais que c'était ton ami, celui qui allait t'aider. Non, mais tu pensais avant... Oui, je pensais, oui. Tu pensais que c'était ton ami qui allait t'aider à faire la traversée. Oui. Enfin, tu le payais pour ça. Oui, je le payais pour ça. Alors, raconte-moi comment s'est passée la traversée du Maroc à la Libye. La traversée, on l'a fait la nuit, d'ailleurs. Ils nous ont mis en cachette dans un petit bateau. C'était la nuit. Mais jusque-là, je ne sais pas combien de temps on a fait en route. Parce que je ne savais même pas si on est lundi ou on est mardi ou la journée a changé. Parce qu'on était dans un endroit où aussi c'était bâché. Ça veut dire nous, on ne voyait rien du tout. Tu sentais que tu es dans l'eau quand tu entends le bruit. Mais tu voyais rien du tout. Tu ne voyais pas la lumière du jour. Oui, je ne vois pas la lumière du jour. Vous êtes combien dans ce bateau? Je pense qu'on était nombreux, je ne me rappelle pas du nombre, mais on était cachés, entassés, mais en cachette pour que si les gardes côtiers nous voient, Italiens, parce que c'est ça qu'ils nous voient, si les Italiens vous voient, on ne va pas passer, donc il faut vous cacher, on nous a cachés. Sauf qu'on n'est jamais parti en Italie, on est parti en Libye. Donc toi, quand tu montes dans ce bateau, tu penses que tu vas en Italie? En Italie. J'étais parti tout content, je vais en Italie, voilà et tout, mais sauf que je suis sorti en Libye. Et quand on est arrivé, c'était Libye. Et pendant cette traversée, donc vous êtes entassés dans un petit bateau, vous êtes nombreux. J'imagine que les conditions doivent être hyper compliquées. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as vécu dans ce bateau? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quel est le danger, en fait, dans cette traversée? La traversée, elle était très, très, très compliquée et dure parce que tu n'es même pas sûr d'arriver. Je vais vous contextualiser. Ça ne commence pas de là-bas. Le pire même, c'est quand on a quitté au Sénégal en pirogue pour aller d'abord au Maroc. On était plus nombreux là-bas, c'est une pirogue, mais on était plus de 200 personnes et tout. Et donc, on avait des gens qui ne s'y connaissaient pas trop, ceux qui avaient la boussole et tout. Donc, on était perdus en milieu de mer déjà. Avant d'arriver au Maroc, on était perdus en milieu de mer où on se cherchait. Donc, à un moment, on n'avait même plus de nourriture. Donc, vous savez, quand vous êtes tous ensemble dans un bateau, dans une pirogue, pas beaucoup de place, étroite, en plus, il n'y a pas de nourriture, il y a des tensions, forcément. Les gens s'énervent trop vite. Donc, on a vu des gens qui se sont battus là-bas entre eux jusqu'à ce que certains prennent certains pour les faire plonger dans l'eau. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis comme ça devant moi, quoi. Parce que plusieurs fois, je suis resté avec quelqu'un que je ne revois plus le lendemain. Soit il s'est révolté, on l'a tapé, on le jette dans l'eau sans qu'il meure. Parce qu'on disait tout le temps, ceux qui révoltent, ils vont nous retarder. Donc, ils les prenaient, les chefs qui commanditaient la pirogue, ils leur mettaient dans l'eau directement. Certains, ils mouraient de peur. J'ai vu des gens qui sont morts de peur et de faim aussi. Certains, ils mouraient de faim, certains, ils mouraient de peur. Donc, je veux dire, si on avait quitté à 200 pour aller au Maroc, on est arrivé vers les 90 personnes. Oui. Tout le reste, certains, parfois je me pose la question s'ils se sont envolés ou ils sont tous morts parce que je n'ai pas tout vu. Ce qui m'a plus marqué, c'est un des amis avec qui j'ai fait tout mon chemin, qui est un Sénégalais comme moi. Et j'étais tout le temps à côté de lui parce qu'on se donnait des forces, lui et moi, on se complétait. Et donc, on se permettait tous les soirs de raconter des contes. Lui, il raconte 5 contes, moi, je raconte 5 contes. Sauf que ce jour-là, on était là le soir, il n'avait plus de contes à raconter. Il commence à raconter mes contes. Je dis, mais non, tu n'as pas le droit de raconter mes contes. Ça, c'est plagiat et tout. Après, il me dit, non, on arrête. J'ai plus d'inspiration. Demain, je vais raconter des contes, tu vas voir. Je dis, OK. Après, moi, je me suis endormi. Et là, je ne l'ai pas vu le lendemain. On m'a dit qu'il est mort.
Et donc, depuis qu'il est mort, après, moi, je ne voulais plus continuer le voyage. Bah, je me disais que c'est injuste que je vienne en Europe et que je réussisse sans lui. Et un jour, j'aimerais partager mon bien avec sa famille parce qu'il m'a beaucoup aidé. On s'est beaucoup aidé. Et je préférais que moi, je meure que lui ne meure pas. Si on me demandait mon avis, j'allais mourir pour lui. Il était plus jeune que moi. Et voilà. Donc, sa mort aussi a fait que depuis que je suis venu en Europe, je n'ai pas voulu avoir d'amis. Parce que j'ai peur que si demain j'ai un autre ami et qu'on est dans la rue, et qu'il meurt ou je meurs encore, ou que demain je sois avec des amis dans la rue, et que ma situation change et que leur situation ne change pas, j'aime pas ça. Donc je me suis tout fait pour ne pas avoir des amis que je vois dans les parcs et tout, parce que je me dis, peut-être l'autre je l'ai trahi, je sais pas. Si je Non. devais... Pas du tout. Peut-être je ne devais pas dormir. Je ne devais pas dormir. En fait, je ne devais pas dormir normalement parce que si je dormais, on n'allait pas lui faire du mal devant moi. Ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit s'il s'est battu ou c'est lui, il a plongé, je ne sais pas. Mais si la seule bêtise que j'ai fait, c'est que je l'ai trahi. Tu n'as fait aucune bêtise. Si, je ne devais pas dormir. Tu n'as fait aucune bêtise. Il ne faut absolument pas que tu sois dans la culpabilité ou que tu penses que tu as fait un truc de mal parce que tu n'as absolument rien fait de mal. En fait, malheureusement, c'est tombé sur lui comme c'est tombé sur 110 personnes dans le bateau. Toi, tu es un miraculé parce que Dieu a fait en sorte qu'il t'arrive pas ça. Ça est arrivé aux autres, c'est pas de ta faute. Tu vas pas porter la méchanceté des autres sur tes épaules. Tu n'as absolument rien fait. Et au contraire, tu t'es battu pour lui, tu es allé jusqu'au bout pour lui, alors que c'était des conditions immondes. On m'a menacé quand je le demandais, il ne voulait pas que je demande, donc ça a eu des tensions. Après, moi, j'ai un peu de chance, peut-être que parce que je pouvais finir comme lui, mais à chaque fois, quand je voyais des tensions, je pensais à ma mère, je dis si on me tue, je laissais tomber, même quand on m'insultait, même des gens où je suis plus fort qu'eux, ils me disaient des choses. Mais comme ils sont en groupe, ils sont 2 ou 3 personnes de la même ville, si demain tu as des problèmes avec quelqu'un, les autres, ils vont venir sur toi. Donc, j'étais obligé de tout supporter. Donc, être esclave, c'est comme je dis, ça n'a pas commencé en Libye, ça a commencé même dans le bateau avec mes propres frères avec qui je voyageais ensemble. Parce que je n'avais pas le droit de dire non. J'étais obligé parce que j'étais seul. Si j'avais 2 ou 3 personnes avec qui, comme Abdou, avant qu'il parle, lui, mais après, tout, j'étais obligé de supporter. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvé. Combien de temps ça a duré cette Pour aller traversée de Sénégal au Maroc, on avait fait, je pense, 3 semaines au lieu d'1 semaine. D'accord. Et ça pouvait se faire en 1 semaine, mais on était perdus. Et il y avait pas aussi, il y a des bateaux qui venaient parfois parce qu'il y a des bateaux des douaniers qui viennent pour renverser votre pirogue. Parce que beaucoup qui sont morts dans la route aussi, ça se dit pas, mais c'est des bateaux, les grands bateaux de pêche qui les renversaient. Soit ils font exprès, soit certains même disent qu'ils faisaient ça pour nourrir les poissons, pour qu'eux, ils puissent attraper des poissons. Mais comment les gens peuvent être aussi inhumains? Je comprends pas. Genre, il y a aussi possible? des bateaux qui venaient vers nous, qui nous donnaient de la nourriture. Donc, tu ne peux pas faire confiance. Ça pouvait être tout le monde. C'est peut-être des bonnes personnes ou peut-être des douaniers qui, quand ils vous rattrapent, ils vont vous retourner. Donc, on était on était entre soit tu croises des gens qui vont te donner à manger, des bateaux, soit vous croisez les bateaux des pêcheurs qui vont vous renverser votre bateau, votre pirogue pour je ne sais pas quoi, soit c'est les côtes douaniers qui vont vous attraper pour vous retourner chez vous. Ça, c'est le trajet en pirogue de Maroc-Sénégal. Donc, de Maroc-Libye, c'était un peu plus facile parce qu'il y avait déjà un peu moins de monde. Mais c'était un bateau contrairement à la pirogue. Mais on était trop entassés parce qu'il y a un bateau, on l'appelle le Cal, en bas. Nous tous, on était là-bas parce qu'ils ne devaient pas nous voir. Parce que le bateau peut être contrôlé par les douaniers. Donc, ils ne doivent pas savoir s'il y a des personnes à l'intérieur. Donc, on faisait avec. Donc, on faisait tout là-bas. Tu ne sortais pas, tout se fait là-bas, quoi. C'est-à-dire? Tu fais pipi là-bas, tu fais tout là-bas. Ouais.
Et il nous donnait à manger parce qu'il disait, si vous mangez beaucoup, vous allez avoir envie d'aller à la toilette. Donc, il nous donnait des biscuits pour qu'on ne soit pas, pour que tu ne puisses pas aller à la toilette. Donc, on mangeait que des biscuits tous les jours. Ouais. Et de l'eau, c'est que ça. Chacun, on te donne une petite boîte de biscuits là, et puis un verre d'eau, c'est jusqu'à demain, quoi. Ouais. Alors, après cette traversée, tu devais arriver en Italie, tu es arrivé en Libye. À quel moment tu as compris que tu étais piégé? En fait, dès mon arrivée, j'ai compris que j'étais piégé. Et de la manière dont je l'ai su, c'est que, tu vois, les gars qui nous ont amenés, au début, quand ils nous demandaient de l'argent et tout, quand on était, avant même de quitter, ils étaient très gentils avec nous. Très gentils, pour rien, ils rigolaient avec toi. Ils nous ont vraiment mis à l'aise. Même quand on partait dans le bateau, il y a des moments où ils nous mettaient à l'aise, ils nous demandaient est-ce que ça va, vous allez bien et tout, accrochez-vous, ça va aller, on va y arriver et tout. Mais une fois qu'on atterrit en Libye, les mecs, ils sont devenus d'autres personnes. Ils ont changé de comportement. Ils sont devenus moi je veux dire, ils sont devenus très méchants avec nous. Ils n'écoutaient pas. Et quand tu leur disais, on ne s'était pas dit ça, ils te disent, tu n'as encore tu n'as encore rien vu. Genre, toi, tu dois dire, alhamdoulilah, que tu n'es pas mort. Genre, avec tout ce que tu as déposé et tout, ils te disent, tu dois rendre grâce à Dieu, comme tu es avec nous. Ça veut dire qu'ils sont devenus radicalement d'autres personnes, quoi. Il n'y a pas de transition, quoi. Il n'y a pas qu'on s'est embrouillé, tout le monde a changé, non. Ils sont directement, c'est comme s'ils ont le même visage, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Et là, moi, j'ai commencé à savoir que là, parce que moi, je connais la difficulté depuis tout petit. Donc, quand ça vient, je le sens. Je sais que là, ça ne va pas aller. Et pour que ça aille, il faut être intelligent avec eux aussi un peu. Et il faut accepter son sort. Il ne faut pas révolter. Il faut accepter, quoi. Tu n'as pas le choix. Donc, le seul choix, c'est de dire oui, chef. Tu n'as pas à dire non. Et donc, l'autre chose qui prouve que vraiment tu es esclave, ils te font comprendre que tu m'appartiens. Parce que moi, je ne comprenais pas leur langue, les Arabes, mais on avait avec des Soudanais qui, parfois, ils nous disaient, même s'ils ne comprennent pas trop le français, mais ils se débrouillent pour nous dire, celui-là, il t'a acheté, tu vas travailler pour lui. Oui. Donc, et toi, il t'achète, tu n'es pas présent de l'achat. C'est à ton insu, tu n'es pas là. C'est pas possible d'acheter quelqu'un, c'est ça, c'est ça. Et donc, celui qui t'a acheté, moi, je ne sais pas si on lui a donné de l'argent, il t'a vendu, je ne maîtrise pas tout. Mais le monsieur, il t'amène chez lui. Moi, j'étais là-bas on était une dizaine au début. Mais il y a certains aussi là-bas qui sont, je pense, ils sont tués parce que tu les vois plus. C'est ceux qui ont révolté. Ceux qui essaient de dire non et tout, ils peuvent t'amener. Après, demain, tu ne viens plus. Mais nous, on ne peut pas leur demander où est temps. Déjà, toi, tu regardes que comment tu sauves ta peau, quoi. Parce que là-bas, pour rien, tu peux partir. Donc, ça ressemblait à quoi tes journées là? À l'enfer. Je pense qu'à un moment, j'aurais préféré être mort et aller à l'enfer si ça existe que être là-bas. Parce que ça a coupé tout contact avec ma famille. Jusqu'au Maroc, ça va. Une fois arrivé en Libye, c'est fini. J'ai plus de contact. Et comme je connaissais le numéro de ma mère par cœur, pour elle, j'ai pu parler avec elle une ou deux fois, mais elle ne savait pas où j'étais. Et comme elle ne connaît pas les indicatifs, j'ai dit j'étais en Italie. Elle était contente. Et à l'époque, j'étais encore en Libye, mais je lui ai dit, je suis en Italie, t'inquiète pas, si je ne t'appelle pas, c'est que je n'ai pas de téléphone, mais je suis en train de chercher. On nous a mis dans un camp, le temps qu'on nous fait des dépistages pour entrer dans la ville. Et c'était faux, quoi. J'étais esclave, mais il ne fallait pas qu'elle sache, la pauvre. Maintenant, là-bas, tu es logé dans une maison de quelqu'un qui t'amène tous les jours travailler. Tu n'as pas de samedi, tu n'as pas de dimanche, il n'y a pas de... C'est de l'esclavage. Ouais, il t'amène, par exemple, il dit demain c'est 6 heures. Il te le dit, demain c'est 6 heures, tu es prêt? Oui. Même si tu n'es pas prêt, il s'en fout, quoi. Tu es prêt, tu diras toujours oui, il sait. Après, moi, en général, il est arrivé des jours où je suis parti dans une ferme en voyant la route, mais 90% des travaux qu'on faisait, on entrait dans une camionnette où c'était encore bâché. Toi, on t'amène, par exemple, aujourd'hui, vous allez dans un bâtiment, tu vas être caroleur. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup de petits métiers à travers ça, quoi. Je pense que c'est le côté bénéfique, quoi. J'ai pu apprendre la peinture là-bas. Donc, j'ai travaillé dans tout. Et comme j'aime trop les animaux et surtout les volailles, j'ai eu la chance qu'on m'amène dans une ferme.
pour la moitié du temps, pour le reste du temps, moi, j'étais comme engagé j'étais un peu privilégié par rapport aux autres, quoi. Parce que le gars qui gérait le ferme chez qui on venait travailler, il a très tôt compris que lui, il s'en fout qu'on lui paye, l'essentiel d'être avec des animaux, moi, j'étais déjà bien. Quand on m'amène dans la ferme, moi, ça va, je suis bien maintenant. Je sais qu'on ne me paye pas, mais ça me donne, comme j'étais éleveur de volailles chez moi et tout, depuis tout petit, donc j'étais avec donner à manger au bétail, aux volailles et tout. Donc mes journées ressemblaient à ça quand je vais là-bas. Mais quand je vais dans des endroits où c'est comme le bâtiment, ça devient dur. Le bâtiment, c'était trop dur. Et moi, aujourd'hui, je peux dire peut-être que j'ai pris un peu de poids, mais j'étais trop mince à l'époque quand je passais là-bas. Parce qu'avec tout le temps que j'ai fait dans ma route, j'avais plus de la force que je devais avoir. Donc, mais malgré ça, j'ai travaillé dans le bâtiment. Donc, c'était enfer. Mais les meilleurs moments que j'ai passés en Libye, c'est quand je travaillais à la ferme parce que j'étais en contact avec les animaux. Et ça me faisait du bien. Et c'était quoi les conditions de vie? Comment est-ce que tu mangeais là-bas, par exemple? Les conditions de vie, d'ailleurs, pour savoir, pour la douche, nous en Libye, tu ne prenais pas la douche tous les jours. Et pour le prendre aussi, on faisait la queue et ils nous mettaient de l'eau dans un grand baril, comme ça, les barils bleus. Si jamais ceux qui sont passés avant toi, ils ont fini l'eau, toi, tu ne prends pas ta douche, tu attends demain. Donc, pour manger aussi, on mangeait tous les jours le soir. Ça veut dire là où on t'amène travailler, tu ne mangeais jamais là-bas. Jamais, il n'y a pas de... On te dit c'est la pause où tu vas manger. Mais quand tu retournes chez toi, il va vous amener leur plat, un grand bol pour vous tous. Et là aussi, vous ne mangez jamais à votre faim parce que ce qu'on nous donnait, c'était la quantité ne suffisait pas pour des gaillards comme nous. Mais aussi, ça nous a aidé à apprendre à supporter la faim. Parce que ça m'a beaucoup aidé de ne pas manger à ma faim en Libye. Quand je suis venu en France, j'ai connu l'importance de Libye. Parce que Libye m'a forgé pour pouvoir supporter la vie de la France, quoi. Tu te rends compte quand même que tu racontes l'enfer et qu'en racontant l'enfer, tu trouves des points positifs. Oui, le fait d'apprendre à ne pas manger. Et quand je suis venu à Paris aussi, jusque-là, je mange une fois par jour. Tous les jours, je mange une fois par jour. Même si tu me donnes le repas à midi, je n'ai pas d'appétit, ça ne passe pas. Tous les jours, je ne mange pas que le soir, mais ça m'a beaucoup aidé. Sinon, si j'étais venu en France vouloir manger 3 fois par jour, je ne vais pas trouver des paolas dans tous les coins de rue pour me donner à manger. Donc, c'est ça. C'est ça l'avantage de Libye. Et aussi, ça m'a montré l'homme, la méchanceté des gens. Parce que j'en ai vécu. Après, certains, ils sont méchants avec toi involontairement parce qu'on t'a vendu, il a le droit, parce que lui, il t'a acheté. Tu ne peux pas lui en vouloir. L'autre qui t'a vendu... Si, quelqu'un qui achète quelqu'un, c'est quelqu'un oui, d'inhumain quand même. Normal, oui, mais c'est pas normal. Moi, je ne vais jamais acheter une personne. Je ne vais jamais faire d'esclave une personne. Tu ne ferais même pas de mal à une mouche, toi. La plupart des gens qui nous géraient là-bas, c'était des drogués. Ils prenaient de la drogue. Ouais, ils prennent des types de drogue. C'est pas de la drogue comme les gens, ils fument, c'est des drogues dures, quoi. Donc, c'est des gens, ils sont même pas avec eux. Et il y a des cas de viol. Des hommes qui violaient d'autres hommes là-bas. Et même ces cas de viol, il y en avait aussi. C'est pas que les patrons, mais même entre les migrants, il y a certains qui violaient d'autres aussi. Ouais, j'ai vécu tout ça. J'ai vu des hommes qui faisaient des trucs à des hommes devant moi. Tu es obligé de faire comme ça, comme si tu n'as rien vu. Et moi, je ne l'ai jamais subi. Parce que là, si quelqu'un il veut arriver là-bas avec moi en tant que Lamine, c'était soit je meurs ou parce que j'ai des barrières tout le temps. Donc, je faisais tout même pour ne pas attirer quelqu'un jusqu'à ce qu'il ait envie de faire ça avec moi, quoi. Donc, ma technique était, moi, j'étais toujours sur moi-même. J'étais un peu pas trop avec la masse, je ne discutais pas trop avec les gens. Donc, ça m'a peut-être aidé. Mais j'ai vu des gens qu'on a frappés, des gens qu'on a violés, des gens qu'on a attaché leurs bras pendant toute la journée sans qu'ils mangent ni rien parce que juste le chef n'est pas content. Et des gens qui sont partis et je suis sûr qu'on les a tués directement, quoi. Parce que là-bas, ils peuvent sortir, la plupart d'eux, ils sont armés. Ceux qui nous faisaient travailler là, la plupart, ils sont armés. Ils peuvent sortir une arme et te tirer. Donc déjà, quand tu vois l'arme, tu sais que ça peut mal se passer. Sauf que certains, malgré tout, ils essayent de révolter, quoi, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de supporter et d'être patient. Il fallait beaucoup de patience aussi. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es parti de la Libye. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as pu quitter cet enfer? C'est un miracle. C'est une chose que je n'ai jamais pu expliquer. Je ne sais pas si je suis chanceux
ou pourquoi chaque fois ça se passe comme ça avec moi, quoi. Je ne comprends pas. Peut-être que je ne sais pas ce que j'ai fait pour Dieu pour qu'il m'a aidé aussi comme ça. Parce qu'en fait, moi, je ne pensais plus à partir parce que j'ai plus de solution pour partir, l'Europe et tout. Je dis c'est bon, quoi. Maintenant, si je devais avoir la chance, c'est qu'on me rend au Sénégal, je retourne parce que j'ai plus de force. Mais sauf qu'un jour, je suis resté vers 20h, 21h comme ça. Et le patron, le grand patron, là. Et lui, il est venu, il m'a trouvé où j'étais assis. Il m'a dit, toi, demain, tu vas partir. Et quand on te dit ça en Libye, bah, tu vas partir où? Tu penses que tu vas partir en Europe? Je n'ai jamais pensé ça. Pour moi, demain, on va te tuer, il veut me dire. Parce que quand il m'a dit, demain, tu vas partir avec une fermeté, bah, ça veut dire, pour moi, il m'a dit, demain, je vais te tuer. Et la nuit, je ne dormais pas, j'attendais ma mort à chaque fois. Quand j'ai dit, ah là là, c'est moi, je vais mourir demain, quoi. Mais là, dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit, non, Lamine, c'est pas possible qu'on te tue, tu n'as rien fait et tout. Mais de l'autre côté, je dis, non, demain, il va me tuer. Parce que j'ai vu des gens que j'ai plus vus, je sais qu'on les a tués. Mais non, il est venu pour me dire que je te libère, tu pars. Et oui, et c'est le plus méchant. C'est la personne là, si personne ne pouvait compter qu'il va te libérer. Et pourquoi il m'a libéré, je ne sais toujours pas. Il m'a juste dit, le jour J, il m'a même mis en contact, il m'a facilité. Il m'a tout facilité. Comme si je n'étais plus son esclave, comme si je suis devenu normal. Mais que moi. Les autres, je ne sais plus où ils sont, mais moi, il m'a laissé partir. Et jusque-là, je n'arrive pas à trouver le pourquoi. J'aimerais le revoir pour lui dire pourquoi tu m'avais... Mais si je le revois, il va m'attraper encore. Mais il m'a libéré sans condition. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Et c'est là que je suis parti en Italie, avec des personnes qu'il connaît. Oui. Il t'a fait passer, enfin, il a appelé des passeurs. Oui. Okay. Oui, il m'a mis en contact avec des gens parce qu'il y avait un autre groupe qui devait partir. Mais ce n'est pas mon groupe à moi. Mon groupe, personne n'est... Lui, ses esclaves, personne n'est parti. C'est les esclaves de l'autre qui partaient. Il m'a mis avec les autres pour qu'on parte. Donc moi, j'ai été libéré sans explication, sans qu'il m'avise et sans que je le mérite plus que les autres, quoi. Et il m'a libéré comme ça, par gentillesse, je ne sais pas quoi. Et j'arrive toujours pas à comprendre, même parfois, quand je suis seul, il m'arrivait même de faire des cauchemars à mes débuts, comme si je le voyais, quoi. Je faisais beaucoup de cauchemars sur ça. Toi, tu vas partir. Ce mot, ça m'a... Même quand je marche dans la rue, là, j'entends toi, tu vas partir, ça me fait un truc, quoi. Bah oui, ouais. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que je suis parti, par miracle. Et il m'a remercié aussi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le disais merci infiniment. Il me dit non, merci en arabe et tout. Donc, il m'a laissé partir. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi tu le remercies? Parce qu'il m'a sauvé, il m'a laissé partir. Il t'a pas sauvé, il t'a fait vivre l'enfer. Oui, mais après, il m'a laissé partir. Maintenant, j'oublie. Tu me fais du mal, mais tu as fini par me faire le bien. J'oublie le mal, je garde que le bien. Mais qu'est-ce que... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il aurait pu me tuer. Mais non, personne... Si, il pouvait me tuer. Oui, bien sûr qu'il pouvait, mais déjà, le fait de t'avoir acheté, d'avoir des esclaves, mais c'est un monstre, cette personne. Mais ça, il ne l'a pas fait contre moi, il l'a fait contre toute l'humanité. Si tu réduis une personne en esclave, c'est que tu as mis toute l'humanité en esclave. Donc moi, aujourd'hui, s'il me sauve au moins, je me dis, il m'a fait du mal, après il m'a sauvé, j'oublie le passé, je capte que le présent. Ça ne m'apportera rien de pouvoir passer, oui, tu m'avais fait ça, oui. C'est peut-être s'il ne m'avait pas fait ça, peut-être que j'allais mourir. Donc voilà. Du coup, tu pars de Libye, tu es libéré de l'enfer, tu pars en Italie pour partir en France. Comment ça s'est passé, du coup, cette fin de traversée? Voilà, en fait... Et tu es resté combien de temps en Libye aussi? En Libye, j'ai fait 1 an et plus, je pense 1 an, 3 mois, 4 mois, comme ça. Je ne comptais même pas. Parfois, je ne savais pas si on est lundi ou mardi. Oui. Donc, quand je suis venu, c'était la ville, c'est pas Palerme. C'est une ville. Quand je suis venu, on nous a tous, avec les autres, on nous a amenés quelque part pour nous donner notre nom. Ils nous demandent s'ils voulaient faire asile. Moi, j'ai dit non. Parce que pour moi, c'était un piège pour me connaître mon vrai prénom et nom. Mais je n'ai jamais donné mon vrai prénom et nom. J'ai inventé des noms. Et j'ai dit, je ne veux pas faire asile. Et là-bas aussi, je suis sorti de là où on nous a mis. Parce que pour moi, on va me faire esclave encore. Donc, il fallait partir le plus tôt possible. Je suis parti. Et j'ai connu une dame qui m'a expliqué comment je dois faire pour venir jusqu'en France. Donc, tu as fugué, en fait. Oui.
Et Parce j'ai que trié. c'est une association qui t'a récupéré en Italie. Oui, je pense que c'est le Croix-Rouge. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge des Italiens, là. Ils nous ont donné à manger, je pense, le lendemain. Parce que moi, je suis venu vers, on va dire, il faisait un peu nuit. Je ne sais pas quelle heure il faisait parce que c'était période de froid. Et ils nous ont donné à manger. Le lendemain aussi, je pense, j'ai mangé là-bas. Je pense que c'est sur le lendemain que je suis parti. Quand ils donnaient à manger, ils nous ont dit d'aller quelque part pour faire la queue, pour prendre des vêtements. Moi, je faisais la queue, mais j'ai vu une porte. Et je sais que là, si je sors, c'est que c'est une grande boulevard que je voyais. Je suis sorti, je suis parti. Et je fais comme si je connaissais la ville, jusqu'à ce que je suis tombé encore, comme d'habitude, sur une belle personne qui m'a orienté. Et je suis venu. Là, je pense que c'est Gare de Lyon, je ne me rappelle pas. Mais... Donc, tu as pris des trains et tout pour arriver jusqu'en France. Oui, et tout, j'ai fraudé. Mais au début, j'ai fraudé, mais parce que je n'avais pas quoi. Mais je ne savais pas que c'était dangereux de frauder. Il n'y a même pas longtemps que j'ai su que c'est dangereux de frauder. C'est quand j'ai eu ma carte Navigo, c'est grâce à toi, il n'y a pas longtemps. Avant, je n'avais jamais quoi. Mais les gens de SNCF, parfois, ils me pardonnaient. Même parfois, ils m'offrent les tickets cartons là. Oui. Voilà, c'est eux. Parce que moi, quand tu tombes sur des gentils contrôleurs, parce que sinon, il y en a qui sont... Oui, parce que moi, dès que je le vois contrôler, j'attends pas, ils viennent vers moi. C'est moi, je vais vers eux pour leur dire pardonne-moi. Je sais que j'ai fauté. Déjà, j'ai même pas le droit de venir en France. Je suis pas venu légalement. C'est illégal. C'est pas normal. Deux aussi, je fraude encore, c'est illégal. Donc, j'étais dans le banditisme. C'est ça, être voyou. Parce que tu fais des choses, tu payes pas, alors que les gens payent, c'est du vol, quoi. Donc, il faut présenter des excuses. S'ils me pardonnent, c'est bien. S'ils me rendent chez moi, je sais qu'ils n'ont pas tort aussi, parce qu'ils sont payés pour contrôler. Mais la plupart, il y a des gens gentils, ils me laissaient passer. Mais parfois aussi, ils m'attrapaient, je donne un faux nom, parce qu'on m'a dit ça quand je suis venu, il faut dire tu t'appelles là, il ne faut jamais dire tu es sénégalais. Donc je commence à connaître les codes. Et maintenant, tu vois, les agents RATP, je connais les métros mieux qu'eux. Moi, je connais tous les coins des métros. J'ai dormi. Je sais où, si je vais à La Chapelle, c'est comme ça, je vais trafiquer à La Chapelle. Ce n'est pas la même manière que tu vas trafiquer à Ourcq ou à Riquet. Voilà. Je connais tout ça. Je sais où les gares où il y a les policiers, où les gares où il n'y a presque pas de policiers. Je connais des gares. Quand je prenais le RER, quand j'étais petite, j'habitais en banlieue et j'allais sur Paris et je mentais à ma mère, je disais pas que je prenais le métro RER, donc j'avais pas de sous sur moi et je prenais tout le temps. Et à Vincennes, j'habite à Vincennes et le RER, je savais qu'il y avait la sortie A, il y avait toujours des contrôleurs et la sortie B, il n'y avait pas de contrôleur. Voilà, c'est ça. Après, tu vas des renseignements, tu sais où c'est ça contrôle ou ça contrôle. Moi, je connais tout. Hein. Mais même les contrôleurs, quand ils viennent, je regarde le visage. Je dis, je vais aller vers tel. Oui, c'est lui qui va me contrôler. Et la plupart, ça passe bien. Moi, je regarde le visage, je dis, c'est elle qui va me contrôler ou c'est lui. Dans le ça regard. passe bien, oui, dans le regard. Oui, moi, je sais. Même quand je faisais la marche, je ne demande pas à tout le monde. Je regarde le visage, je dis, lui, oui. Lui, non. C'est comme ça, j'ai toujours fait. Mais par intuition, quoi. Oui, ça vient tout seul, quoi. C'était quoi tes attentes quand tu es arrivé en France et finalement, ça a été quoi la réalité? Mes attentes, c'est que moi, tu sais, parfois, j'ai trop confiance en moi. Je croyais que dès que je viens, je vais dire oui, ils vont me prendre à travailler. Moi, je croyais que dès que j'arrive, je vais travailler parce que je me disais que comme je n'ai pas de barrière dans le travail, j'ai appris des trucs en Libye, des petites choses, et il n'y a aucun travail que je dirais non. Donc, tout travail qu'on me prend, je vais le faire. Mais sauf que à mon arrivée, partout, je vais même travailler les marchés et me demander des CV. Et moi, avant, je n'avais jamais de CV. Et donc, j'ai commencé la première chose à aller dans les taxicons. On m'a fait un CV. Mais sauf que je dépose le CV. Les gars me disent, ça ne suffit pas, il faut les papiers aussi. Donc, partout où je passais, on me demande CV, papier, CV, papier. Après, j'ai très tôt compris que ça ne va pas être facile et que je dois limiter mes ambitions. Il ne faut pas aller trop vite, il faut attendre. Et là, il faut accepter son sort. Et tu dormais où? Comment tu faisais pour dormir et tout ça? Tu sais, j'ai dormi un peu partout. Hein, et j'ai gardé des souvenirs comme une fois quand je voulais dormir à la chapelle, porte de la chapelle. Il y avait des... Parce qu'avant, je me disais, si je dors seul... Parce que j'avais toujours besoin d'être en groupe. Tout seul, tu es un peu vulnérable. Mais à la fois aussi, ce n'était pas des groupes pour qu'on soit amis. Je veux juste qu'on dort ensemble. Après, demain, chacun y va. Parce qu'avec tout ce que j'ai perdu comme personne, je n'ai plus envie de perdre des gens. Et pour ne pas perdre des gens, il ne faut pas avoir des amis. Parce que sinon, même parfois, j'ai peur qu'on est amis, on fréquente les mêmes parcs. Demain, moi, j'ai les papiers, je travaille, toi, tu n'as pas. C'est comme une trahison. On doit tous périr ensemble ou réussir ensemble. Et ça,
ça rendait compliqué. Donc, j'allais dormir comme la chapelle. Et un jour, ce qui m'a le plus marqué en France, je viens à la chapelle pour dormir dehors. Des migrants comme moi, des étrangers qui n'ont même pas de papier comme moi, ils me disent que je ne vais pas dormir là-bas. Quoi? Dans la rue. Mais c'est qui? C'est qui? Parce qu'ils sont en groupe, c'est des Soudanais. Moi, je suis venu, j'ai vu, ils ont mis leur tente et tout. Moi aussi, je viens, bonsoir, je voulais mettre mon carton pour dormir chez eux. Ils m'ont tous attaqué. Ils étaient genre 6, 7, comme ça, ils commencent à parler. Non, non, que je ne vais pas dormir là-bas, quoi. Que c'est pour eux. Ça veut dire qu'ils se sont accaparés là-bas. J'ai dit, OK, c'est pas grave, je suis parti dans les bus de nuit. Parce que j'ai beaucoup dormi aussi dans les bus de nuit et dans les RER aussi. Quand les métros sont finis, mon orgueil m'a poussé à dire, Lamine, écoute, à un moment, il faut commencer à dire non. Tu ne peux pas ne pas loger dans une maison et que dans la rue, on t'interdise. Et je suis venu vers eux. Je dis, écoutez-moi, aujourd'hui, soit vous me tuez, soit je dors ici. De toute façon, je vais dormir ici. Et j'ai dit, tac, mon carton, j'ai posé mon sac, mon téléphone en poche, tout en disant, s'il me tue, c'est pas grave, j'étais fatigué, j'ai plus de force. J'avais plus de force, quoi. Je préférais qu'on me tue, moi, et c'est fini, quoi. Parce que j'ai pas où dormir, même dans la rue. Vous me dites non, c'est que j'ai plus rien à faire sur terre. Je mérite pas. Donc, tuez-moi, c'est fini. Et ce jour, ils m'ont rien fait, ils m'ont laissé dormir. Après, petit à petit, je dormais. Soit je dors dans les bus de nuit, soit je dors avec le 115, s'il y en a, parce que 115 aussi, il faut appeler tout le temps. Et j'ai pas tout le temps l'appel, les unités pour l'appeler. Donc, parfois, je dormais soit à 115 si j'appelle, soit je dors dans le métro, soit je dors dans les bus de nuit. Après aussi, j'ai rencontré la dame que je vous parlais, Laurence. Elle aussi, je faisais la marche dans la rue comme ça. Elle m'a vu et elle me dit, ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Elle me dit, m'apprécier mon sourire. Pourquoi je fais la marche et je souris, quoi? Elle me dit, mais vous faites la marche et vous êtes plus souriant. Je dis, oui, c'est rien, ça, c'est ma vie. C'est une étape de ma vie, ça va finir. Après, je suis parti. Après, elle est retournée vers moi, elle me dit, vous avez un numéro de téléphone? Parce qu'avant, j'étais méfiant avec tout le monde. Je me dis, peut-être c'est la police, tu vois, parce que je ne connaissais pas en France comment ça se passe. Je dis, ça se trouve que c'est une policière, et elle va connaître que je n'ai pas de papier, ils vont me... Mais j'ai commencé, la première fois, je fais confiance à une personne en France, direct, avec tout ce que j'ai subi en Libye, c'était elle. Ça s'est fait naturellement. Et elle a voulu me récupérer pour que je vienne dormir chez elle. Mais je ne pouvais pas. Je lui ai refusé ça parce que je ne voulais pas l'encombrer. Laisse-moi dormir avec le 115, j'ai besoin juste que tu m'appelles de temps en temps, on se prend des nouvelles et tout. Et donc, elle est devenue comme une maman pour moi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je lui dis, Lo, je veux faire ça, je veux faire ça. Et tout. Quand je t'ai rencontré, la première chose, je suis sorti de là-bas, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit, c'est une belle personne. Je ne savais pas comment elle connaît. Je dis oui, elle m'a invité tout comme toi, tu m'invites et tout. Elle m'a dit oui, c'est une belle personne. Donc Laura, c'est la première personne qui m'a essayé de m'amener dans la société, quoi, de m'intégrer un peu, humaniser, réhumaniser, de m'inviter dans des cafés, des trucs. Parfois, je ne viens pas parce que je ne veux pas trop encombrer les gens. Et elle peut te comprendre, mais les gens avec qui elles sont ne peuvent pas avoir la même perception qu'elle. Et parfois, peut-être tu n'as pas pris la douche, tu viens comme ça, et tu leur déranges, quoi. Toi, tu ne sens pas, mais tu vois, c'est leur vie, tu ne vas pas venir tout casser. Donc, tu ne casses rien du tout, quoi. Tu vas arrêter maintenant de dire ça. J'ai fait comme ça. Et là, j'ai des propositions. Jusqu'à le vieux qui m'a donné le logement que je te dis, c'est une connaissance de Laurence. Et moi, quand elle m'a présenté ce vieux, j'ai vu qu'il a 94 ans. Et moi, j'ai envie d'aider les personnes âgées comme ma grand-mère n'est plus là. Donc, il fallait remplacer. Et le monsieur, je venais travailler chez lui, de l'aider, mais dans le bénévolat, quoi, gratuit. Et même dans le travail, je pense qu'ici, quand j'ai déposé des CV partout, ils ne m'ont pas pris. J'ai commencé à aller chez les gens pour leur dire, vous pouvez me prendre à travailler gratuitement. Si tu me fais travailler, même si tu ne me payes pas, je sais que je vais manger là-bas tous les jours. Donc, c'est déjà pas mal. Et si demain, je mérite d'être payé, je ne vais pas te le demander. C'est toi-même qui vas connaître que je mérite d'être payé. Tu vas me payer. Moi, je voulais le faire comme ça. Laissez-moi prouver d'abord. Après, vous me donnez. Mais sauf que les employeurs me disaient non, on n'a pas le droit. Mais ça n'existe pas, ça. C'est de l'esclavage, ça. Non, ce n'est pas de l'esclavage dans la mesure où je suis d'accord. C'est moi qui vous le propose. Moi, je dis, si tu me laisses travailler dans un mois,
Tu vas voir que peut-être je vais tout faire pour être indispensable et là, tu vas me payer. Voilà, c'est comme ça que je le prenais. Parce que je n'ai pas de papier, j'habite pas ici, je n'ai pas de gens qui pouvaient m'aider, mais je pouvais juste avoir plus de volonté que les autres pour avoir ma place. Et donc, c'est ça que je faisais, mais même ça n'a pas marché, quoi. Au début de notre échange, tu m'as parlé de ton éducation, des valeurs que ta grand-mère t'a données, de ta mère aussi. Est-ce que tu penses que ça t'aide en fait toujours aujourd'hui à survivre en France? Oui. Moi, ce qui m'aide le plus, tu vois, je pense que c'est mon éducation, quoi. C'est pas moi, mais c'est tout ce qui est derrière. Parce que moi, tu sais, quand tu viens dans certaines situations, tu manges pas, tu peux aller voler. Et quand tu voles, tu commences à être nuisible pour la société qui t'a même pas accueilli, mais où tu es d'abord. Donc, en France, j'ai jamais volé. Si j'avais volé, peut-être qu'on allait m'attraper, je serais en prison et tout. J'ai tout fait pour ne jamais voler ou mentir ou faire du mal à qui que ce soit en France. Et je pense que je peux vivre 100 ans en France, je ne ferai jamais de mal à personne. Parce qu'ils ne le méritent pas, ces gens que tu as trouvés chez eux. C'est toi qui es venu, donc tu dois venir avec beaucoup d'amour, comme on t'a éduqué. Moi, je suis l'ambassadeur de ma famille. Je suis aussi l'ambassadeur de ma ville, de mon entourage, de toutes les personnes qui ont contribué à mon éducation. Donc aujourd'hui, je dois montrer une bonne image de moi pour leur rendre hommage à ma mère et tous ceux qui étaient derrière, qui m'ont éduqué, quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je pense que c'est mon sourire. Parce que moi, c'est comme ça. On m'a même dit que je souris trop et que ce n'est pas normal. Et c'est cette phrase, ça m'a fait rire déjà. Parce que moi, je faisais la manche. Et aujourd'hui, je suis content dans ma vie. Je souris parce que j'ai traversé des choses où je pouvais mourir. Donc, je n'ai pas le droit de ne pas sourire. Toute minute que je passe, c'est un bénéfice pour moi. Toute chose qui m'arrive dans ma vie, c'est un nouveau bénéfice, c'est un nouveau combat. Donc le sourire, ça a toujours été comme ça. Même quand je pleure, je souris en même temps. Donc voilà. Donc ça m'a aidé mon sourire, je pense. Tu me dis que tu as eu beaucoup de bonnes rencontres, mais tu en as eu aussi des négatives, j'imagine. Beaucoup aussi. C'est quoi ton quotidien, justement, avec les Français quand tu faisais la manche? Tu sais, ils m'ont toujours considéré comme ce que je suis. C'est-à-dire? Un SDF, parce que je le suis, il faut l'accepter. Mais je n'ai jamais été clochard. Mais j'étais un SDF. Donc je vivais dans la rue, je mangeais tout dans la rue. Et ceux qui ne me répondaient pas, ils ne me répondaient pas parce que peut-être ils ont trop donné à des SDF, ils ne peuvent plus donner. Peut-être qu'ils ont donné 100 personnes ou le matin ils ont donné. Moi, quand je viens, ils ne me répondent pas. Peut-être qu'il y a un SDF qui faisait la marche, qui les a fait chier. Et moi, je suis SDF, ils vont retourner ça contre moi. Certains, je leur demandais, ils ne me répondaient même pas. Certains, je leur demandais, non seulement ils ne te donnent pas, ils te parlent mal, ils te disent « va chercher du travail ». Et moi, ça me faisait rire quand ils me disent « va chercher du travail ». Mais parce que moi, je suis là pour travailler. À chaque fois, quand ils me disent « va chercher du travail », je me suis dans un coin de ma tête. Donc, c'est possible de trouver du travail. Si ce n'était pas possible, elle n'allait pas me dire ça. Donc, ça me donnait un peu plus de confiance. Tu vois? C'est ça. Parce que quand tu me dis, va chercher du travail et tout, moi, après... Et puis, certaines choses que j'ai vues aussi de mauvais, c'est ce qui faisait que le soir, quand je suis tout seul, ça me faisait du bien. Je me rappelais, telle personne m'a dit ça. Ça me fait rire parce que tu ne me connais pas. Moi, je me connais, quoi. Toi, tu vois. Parfois, certains pensent que tu viens faire la marche, la personne est sur la terrasse, comme ça, avec ses potes. Toi, tu es là-bas, il commence à ranger son téléphone. Alors, ça me fait rire parce que tu m'enfermes dans un magasin de téléphone. Je vais rentrer demain, tu ne verras pas un téléphone qui manque. Ce qui t'a rejeté là, c'est le détail. Je ne m'attarde pas sur ça. Je m'attarde sur ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai la chance. Il y a des cafés où je passe là-bas. Et viens, Lamine, viens. Ils me servent le café, mais s'il te plaît, reste là, tu veux de l'eau et tout. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Non. Ceux qui me traitent mal aussi, est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Non. Donc, il ne faut pas faire la part des choses. On ne peut pas avoir tout ce que l'on veut. C'est comme ça. Là, l'autre te parle mal, lui te parle bien. L'autre est gentil avec toi, l'autre n'est pas gentil avec toi. Il faut que tu saches accepter ça si tu veux vivre. Les Français, je pense que la plupart sont gentils, mais ils ont une peur. C'est la méfiance. Et puis, il y a des gens qui étaient dans la même situation que moi, qui ont fait peut-être des conneries, qui ont découragé les autres et qui pensent que tout le monde est pareil. Donc, c'est à moi de prouver que je ne suis pas pareil que les autres.
Si tu viens en France et que tu veux avoir les mêmes privilèges que les Français eux-mêmes, c'est que tu te trompes. Il faut le prouver. Il faut faire du chemin. Il faut prouver ce que tu mérites. En fait, il y a quand même je trouve qu'il y a une contradiction parce que ce qui est horrible en France, c'est que tu arrives avec toutes tes bonnes intentions, où tu t'en sers de ouf, tu parles très bien français, tu es intelligent, tu veux travailler, etc. Mais on t'empêche. Mais ils ne savent pas au départ qui tu es. Au départ, ils ne savent pas. Toi, pour m'accueillir, tu as eu la gentillesse de parler avec moi. Donc, tu m'as découvert. Eux, ils ne m'ont pas découvert. Peut-être que s'ils m'avaient tous découvert, ils vont voir quelque chose de positif. Oui, mais ils n'essayent pas de te découvrir. Ils n'essayent pas, ils n'ont pas le temps. C'est toi qui es venu chez eux. Ils n'ont pas ton temps. Ils ne sont pas là pour moi. Il faut que je le sache. Il ne faut pas que je me voie la face. Certes, certains vont m'aider, mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Je ne vais jamais dire aux gens, vous êtes obligés. Non, ils ne sont pas obligés. Toi, déjà, tu viens chez les gens illégalement. Illégalement. Donc, tout le reste que tu auras, c'est un bénéfice. L'essentiel que tu ne fasses pas de mal ici. Et si on te fait du mal, ça va se retourner contre eux. Parce que moi, je crois à la karma et tout. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi ton statut et de quoi tu as besoin? Là, j'ai un statut de sans-papier. Mais j'ai besoin de tout. Mais à la fois, j'ai besoin de tout ce qui peut faire que j'existe dans la société. Savoir qu'il faut d'abord que j'ai les papiers. Et quand j'aurai les papiers, moi, je suis sûr et certain à 100% que je vais trouver du travail parce que je n'ai pas de fixation sur le travail. Tout ce qu'on me demanderait, je le ferai. Et je pense qu'aussi, j'ai un peu de bagage pour pouvoir aider des gens dans leur travail et m'aider en même temps en trouvant un salaire. Donc, actuellement, j'ai plus besoin d'un travail et éventuellement d'avoir un logement. Et éventuellement aussi de vivre comme les gens, quoi. De vivre, quoi. Parce que là, je ne vis pas, ça fait des années, je survis, mais je veux vivre enfin. Mais je sais que ça va venir un jour, quoi. Il faut juste faire les choses étape par étape, quoi. Il ne faut pas que j'essaye de brûler les étapes. Il faut que aussi je modère mes ambitions et que je sache que ça ne va pas se faire tout d'un coup, quoi. Ça va se faire petit à petit. J'en parlerai à la fin de la vidéo, évidemment, mais j'ai créé une cagnotte pour la mine, donc n'hésitez pas à aller voir dans le lien de la description. Il y a une cagnotte, évidemment, je m'en occupe avec Newin, mais tous les fonds seront reversés à la mine, évidemment. Et si vous connaissez des personnes qui peuvent aider la mine au niveau de la préfecture, des papiers, etc., envoyez-moi un message sur mon compte Instagram ou sur le compte de Newin Bokhari et sur le compte surtout du podcast Avif sur Instagram. Je serai très très vigilante, je regarderai tout. De mon côté, j'essaye de l'aider du mieux que je peux, mais il y a des ressources que je n'ai pas. Donc vraiment, si vous avez juste une connaissance, quelque chose, tout est bon à prendre. Voilà, petit aparté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des rêves? Mon seul rêve, c'est de m'en sortir. Et aider ma mère, aider les gens. Parce que les gens, ils m'ont beaucoup aidé et je me sens redevable envers la société. Est-ce que tu as des rêves même plus culturels? Tu me parlais d'un livre. Oui, en fait, moi, déjà avant de venir en France, j'avais des projets, des rêves qui sont des projets parce que j'ai un rêve depuis tout petit d'avoir une ferme au Sénégal. J'ai toujours voulu avoir ma propre ferme, des animaux et de manger ce que je cultive et tout dans un petit village. Ça, c'est un rêve. Et je rêve aussi d'écrire ma vie dans un livre, ce qui s'appellera Sur ma route, que j'ai même commencé à écrire et tout. Sur ma route, c'est pour moi une manière de rendre hommage à tout le monde et aussi de raconter aux gens ma vraie vie pour que les gens ils sachent que si moi je réussis un jour, tout sera possible pour eux aussi. Si je réussis, entre guillemets, on ne sait jamais. Après, voilà, la notion de réussite aussi est tellement vaste. Connaître une Paola, pour moi, c'est une réussite pour moi. C'est pas petit, c'est grand. Et l'autre chose aussi, le livre, c'est pour éviter à certaines des plus jeunes frères qui sont au Sénégal de prendre les risques que j'ai pris pour arriver en France. Parce que quand tu prends ces risques-là, tu peux mourir. Et il faut que je raconte tout ça pour que les petits frères soient avertis. Je dirai à personne de ne pas venir en France, mais je dirai à tout le monde, si vous voulez venir, ne faites pas comme moi, n'empruntez pas le chemin que j'ai emprunté. Parce que l'arrivée n'est pas du tout évidente. Et même si tu arrives, ça peut laisser des séquelles sur toi qui vont perturber le reste de ta vie. Parce que j'ai connu des gens qui sont
pris les mêmes pirogues que nous, qui aujourd'hui, quand ils venaient en France, ils sont arrivés en étant des fous. Ils n'ont plus leur cerveau parce qu'ils ont vu des choses. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses que j'ai vécues directement, que je raconte dans le livre, et des choses que j'ai vécues indirectement. L'idée, c'est d'avertir les jeunes générations qui sont au Sénégal pour qu'ils ne fassent pas comme moi. L'autre chose aussi, pour que les gens sachent que venir en Europe, ce n'est pas gage de réussite. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu as réussi. Moi, aujourd'hui, je me dis, si je n'avais pas pris ce chemin, si je n'avais pas perdu toutes ces années et que je restais au Sénégal, je serais aujourd'hui parmi ceux qui pouvaient faire des choses, quoi. J'allais m'en sortir mieux si j'étais resté au Sénégal. Mais donc, comme j'ai fait une erreur de choix de voyager, je ne veux pas que les autres ils fassent les mêmes erreurs que moi. Après, aujourd'hui, je ne regrette pas d'être venu en France. C'est fait ce qui doit se faire, je suis venu. Mais ça ne garantit rien à la réussite de la personne. Et tu manques... Aujourd'hui, même si j'ai de l'argent, il va me manquer forcément quelque chose. C'est cet amour, cette affection, c'est tout. Et c'est le plus important. C'est plus important que l'argent. D'être bien entouré. Et de voir sa famille, de boire du thé avec des amis, de voir sa mère tous les jours. Ça fait du bien. Moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère plus. Et l'autre fois, j'ai fait l'erreur de l'appeler en appel vidéo. J'ai vu qu'elle vieillit et je ne veux plus voir son visage par appel vidéo parce que j'ai peur de la voir vieillir. Et donc, tu es là, tu vis avec la peur tout le temps. Quand tu vois l'appel, tu dis, est-ce qu'ils ne m'ont pas appelé parce que ma mère est décédée? Est-ce qu'ils ne vont pas m'appeler parce que ma mère est malade? Est-ce qu'ils ne vont pas m'appeler parce que ma mère est à l'hôpital en urgence? Donc, tu vis dans la peur. Je n'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour ce que j'ai laissé là-bas, surtout ma mère. Que je pouvais, quand j'étais là-bas, si on me dit qu'elle est malade, c'est moi, je vais l'emmener à l'hôpital. Mais aujourd'hui, si elle tombe malade, il faut obliger d'appeler des gens d'ailleurs pour l'aider à aller à l'hôpital. Donc, tout ça, je veux le dire dans le livre, afin que tout le monde soit averti. Et que chacun prend ses responsabilités quand il va faire son choix. En tout cas, tu parlais d'affection, d'amour. Je connais depuis pas longtemps, mais on peut boire des cafés, des thés. Tu peux venir à la maison quand tu veux. D'accord, ouais, l'amour, je pense que j'en ai besoin. Quand tu veux. Mais j'ai besoin d'en donner aussi. Oui, j'ai plus parce qu'on m'en a donné, sauf que ça suffit jamais pour moi. Il faut plus, quoi. Et j'ai besoin de... Plus je vais donner de l'amour à des gens, plus j'aurai des retours. Donc, c'est comme je dis, dans ma vie, je ne demande rien au premier. Je veux qu'on me laisse faire des preuves après. Même si avant de m'aimer, laisse-moi t'aimer. Si je t'aime suffisamment, tu m'aimes. C'est ça. Moi, en tout cas, dès que je t'ai vu le premier regard, je t'ai directement aimé. Voilà, ça arrive, c'est comme ça la vie. Donc voilà, il n'y a pas trop de regrets, mais il y a des moments de doute parfois. Oui, c'est normal. Ouais. Il y a des moments, je dis, j'ai fait l'erreur de ma vie. Il y a des moments, je dis, si j'étais resté au Sénégal, peut-être je n'aurais pas cette petite opportunité aussi de pouvoir soigner ma mère. Peut-être que je serais là-bas et que mon commerce ne marche pas et que voilà. Et une maman qui voit son fils tous les jours, elle te voit, elle sait que tu ne peux rien faire pour elle. C'est dur pour une maman de le supporter aussi. Tu me parles beaucoup de ta mère. Encore une fois, j'ai l'impression de la connaître. C'est ma vie. Comment elle s'appelle ta mère? Ma mère, elle s'appelle Fanta. Fanta. F-A-N-T-A. Fanta comme Fanta Orange. Moi, je l'appelle Fanta Orange. On l'embrasse très, très, très fort. Moi, il m'arrive de l'appeler Orange ou Mandrin et tout. Fanta. Elle est formidable, ma mère. Bah oui, elle est formidable. Je te jure. Bien sûr qu'elle est formidable. Ouais. Et tu nous parles vraiment tout le temps d'elle. Est-ce que justement il y a un souvenir avec elle qui t'a marqué, quelque chose que tu veux nous partager, un truc avec elle? Tout en elle me marque, mais ce qui m'a le plus marqué, ma mère, tu sais, elle ne m'a pas amené au monde que moi. Elle a d'autres enfants, même si c'est un peu pas ensemble tout le temps comme les autres que je te dis. Mais dans sa photo profil, il y a moi. Et moi, parfois, je me dis, est-ce que les autres, ils vont aimer? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de lui dire non, c'est pas ton seul fils? Mais sa photo profil, elle a un téléphone depuis 5 ans WhatsApp, il n'y a que moi, elle ne change jamais la photo. Et c'est mon visage qui ressemble. Et moi, ma mère, on se ressemble un peu trop. Donc, même on me dit, ton visage de Fanta Mané. Voilà. Donc, ce qui m'a plus marqué, pourquoi elle a des enfants, pas que moi, mais c'est moi seul, je suis sur sa photo profil tout le temps. Vous avez une connexion? Même, oui, on a une connexion. Moi, je veux lui dire parfois, il faut alterner, parfois changer, mettre l'autre et tout. Parce que je ne veux pas qu'il soit jaloux aussi. Les autres, je les salue tous, voilà. Mais je pense qu'elle m'aime plus que les autres. Et je pense que c'est dû au fait que c'est moi, je lui ressemble plus, quoi. Ouais. Notre ressemblance n'est pas que physique, hein. Je pense que c'est sur tous les plans.
Bah, Ouais. je veux la connaître parce que je t'aime tellement, tu j'aime vas la tellement tes connaître. valeurs que c'est d'être une femme Tu vas la incroyable. connaître. Elle est toujours souriante, là. Elle, pour elle, tout, elle dit ça va. Même quand ça va pas, ça va, quoi. Vous savez, l'autre chance que j'ai par rapport aux autres migrants qui viennent en Europe, qui veulent voler pour s'en sortir coûte que coûte, parfois, c'est pas de leur faute, c'est une pression familiale. Et moi, ma mère, elle m'a jamais mis de pression. C'est moi, je me mets tout seul la pression pour l'aider. Mais elle veut pas que je me fatigue pour vouloir l'aider coûte que coûte jusqu'à m'amener des problèmes. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Donc, c'est une chance aussi. Parce que si tu peux avoir une autre maman qui va t'appeler tous les jours pour te demander de l'argent, une fois, deux fois, tu vas essayer, mais après, tu peux virer dans le vol ou faire des choses qui ne t'arrangent pas. Mais moi, j'ai la chance qu'il n'y a pas de pression pour me demander. La seule chose qu'elle m'exige, c'est que tous les jours, je dois donner des informations dans où je dors, ce que j'ai fait. Mais pas de l'argent, elle ne me demande pas. Mais je suis redevable envers elle. J'ai une grosse dette morale envers elle. Donc, voilà. Et pour finir, c'est la dernière question de notre échange. Avec tout ce que tu nous tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as transmis, qu'est-ce que tu veux laisser comme message? Ce que je veux laisser comme message à toute l'humanité, c'est que les gens soient positifs d'abord et qu'on essaie de s'aimer le maximum possible, quoi. C'est ça que je veux. En fait, je veux il faut qu'on s'aime. Je veux qu'on s'aime tous. Quand on s'aimera tous, tout sera facile pour nous tous. Oui. Parfait. C'est ça. Je veux tous que les gens retiennent l'amour, la réciprocité. C'est important pour moi. Ouais. Et l'amour triomphe toujours. Oui. Toujours. C'est notre force. L'amour, c'est le nom de Dieu. Ouais. C'est comme je dis, quand toi tu me dis Allah, pour moi, il s'appelle amour. Merci Lamine. Merci. Moi, je te souhaite vraiment de... je te souhaite tout, en fait. Moi, je te souhaite plus tout. que ce que tu me souhaites parce que tu es formidable. Et je vais dire aux gens aussi que tu as pu changer ma vie et la vie de ma mère en si peu de temps. Donc... moi, tu as changé ma vie aussi, je te jure. que ça va. Et vraiment, parce que on a fait un dîner hier où tu es passé. Et Lamine, il a fait un discours sur moi magnifique. Et il a dû partir parce qu'il devait faire quelque chose. Et donc, tu es parti, on a parlé pendant 10 minutes de toi avec tout le monde. Et je disais vraiment, et après, on a écrit des lettres. Qu'est-ce qu'on a été reconnaissant de quoi, enfin, qu'est-ce qu'on a été transmis, machin, bref, il y avait des lettres. Et moi, j'ai parlé de toi et j'ai dit, dans ma lettre, j'ai dit, Lamine, il dit que je vais changer sa vie, mais c'est lui qui a changé la mienne. Et le jour, quand on s'est croisés, je te jure, Lamine, le jour, quand on s'est croisés, je me sentais vraiment seule. J'étais triste, j'étais pas bien. Ouais. Et tu m'as apporté de la lumière. Et tu as rendu ma soirée exceptionnelle. Et depuis que je te connais, je me sens beaucoup mieux dans ma vie. C'était réciproque. C'est la réciprocité. Donc merci à toi, que tu me donnes beaucoup C'est moi qui te remercie et je remercie la France et les Français. Ça m'a beaucoup aidé en France. Je te jure, j'adore les Français, ils m'ont beaucoup aidé. Malgré mon statut de sans-papier, je viens sans qu'on me demande de venir, mais ils ne m'ont jamais rejeté, ils ne m'ont jamais jeté. Et même la police est gentille avec moi, et les sans-papiers fuient la police. Et moi, je rencontre des policiers et je leur parle de ma vraie vie sans avoir peur, qui sourient avec moi. Je pense que je dois être reconnaissant à la France. Et un jour, je vais être reconnaissant à la France. La France doit être reconnaissante d'avoir quelqu'un comme toi, vraiment. J'adore. La France doit être fière que les gens, ils m'ont beaucoup aidé. Ici. Et ils n'étaient pas obligés. C'est ce qui est formidable. Ça serait un membre de ma famille qui m'aide, je dis c'est normal, on est de la même famille, mais des gens qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui m'invitent, qui mangent avec moi, qui font des choses, qui discutent avec moi, je ne peux pas rêver plus que ça. Mais quand on voit ton regard et ton sourire, on est obligé de te parler, quand même. Ouais, t'es magnifique. Les gens aussi sont magnifiques ici, je te jure. C'est la fin de cette magnifique interview. C'était incroyable d'échanger avec toi, Lamine. Encore une fois, tu es une rencontre extraordinaire et tu es un homme extraordinaire. On lance un appel sur ce podcast pour Lamine. Encore une fois, il y a une cagnotte en bio si vous voulez l'aider financièrement. Évidemment que tout sera reversé envers Lamine. Si vous avez des connaissances pour trouver... un moyen d'avoir des papiers plus rapidement, la préfecture, etc. J'avoue, moi, j'y connais pas grand-chose. J'essaie aussi, évidemment, de me renseigner de mon côté de tout ce que je peux, mais j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le compte Instagram du podcast Avif, même sur TikTok. Néwin Bokhari, évidemment. Mon compte aussi, je serai vigilante pour tout. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment ultra, ultra important. Vous voyez bien à quel point c'est quelqu'un d'exceptionnel et on a besoin de votre aide. Et évidemment, voilà, dans ce podcast, c'est un podcast d'humain à humain. On est tous là pour s'aimer, pour s'élever, pour aider les autres. Et voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, ce serait
incroyable. Et merci beaucoup, Lamine, pour ta C'est moi qui te parole. remercie. Merci pour ta C'est moi qui te dignité. remercie. Merci C'est moi. pour ton humanité. Ça Merci fait vraiment à toi. du bien d'entendre des gens comme toi avec des valeurs et des principes aussi incroyables. Moi, tu Merci. m'inspires énormément et je suis Merci très à toi. admirative de toi. Merci. Donc, C'est réciproque. hein. donc C'est merci mutuel, beaucoup, je te jure. Lamine. Merci. Et on se retrouve, comme d'habitude, tous les mois sur le podcast À Vif pour une nouvelle histoire. Bisous. Merci. Ah ouais, elle est venue pour applaudir aussi.